Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours dans l'annexe logique, c'est-à-dire dans un instrument qui permet de mieux penser. Et je voudrais aborder un autre type de raisonnement qui s'appelle le syllogisme. Donc j'avais vu qu'il existe finalement deux grands types de raisonnement. Celui qui part d'une donnée concrète des sens pour en inférer quelque chose d'universel, une pensée spirituelle que l'intelligence active est capable d'extraire des données sensibles. Eh bien le syllogisme, il part d'une donnée universelle, d'une proposition qui est universellement vraie, et à partir de là, il est capable d'en déduire des conséquences, en confrontant cette proposition à un autre aspect qui est connu dans la pensée. Donc je vais donner quelques exemples concrets qui permettront de mieux comprendre. Si je pars de la proposition suivante qui est universelle, à savoir « tout félin est carnivore ». Donc évidemment, il faudra que cette proposition elle-même ait été découverte par une induction à partir de l'observation des différentes sortes de félins. Si je joins à cette proposition le fait que ce chat qui est là devant moi est un félin, eh bien j'ai un antécédent. Et cet antécédent, lorsqu'il est uni comme cela, je peux en déduire tout à fait facilement que donc ce chat est carnivore. L'antécédent unit donc deux termes ensemble qui sont en rapport d'intelligibilité et à partir de ces deux termes, je peux tirer ce qu'on appelle une conclusion qui est en fait présente dans ces deux termes mais que je vais exprimer de manière explicite. Donc en l'occurrence ici, ce chat est un carnivore. Alors évidemment, les logiciens qui se sont acharnés à essayer de manifester comment fonctionne le syllogisme, eh bien, ils ont donné des noms à tout ce qui intervient dans le syllogisme. Alors on constate d'abord qu'il y a des éléments qui sont fruits d'une opération d'appréhension. En l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, il y a le terme félin, le terme carnivore, et puis ce chat concret. Eh bien, chacun des termes qui vont être utilisés dans le logiciel a un nom. On appelle extrêmes, les termes extrêmes, ceux qui forment la conclusion. Donc j'ai conclu en disant « donc ce chat est carnivore ». C'était le but, il fallait unir ces deux extrêmes qui au départ étaient éloignés. On va appeler le grand terme du syllogisme ce qui est universel et ce qui est le plus intéressant, ce qui est le but recherché. Et donc en l'occurrence ici, c'est le fait d'être carnivore. C'est ça qui m'importait dans la conclusion, puisqu'il apparaît. On va appeler petit terme ce qui est dans la conclusion aussi conjoint à ce grand terme. En l'occurrence ici, c'est ce chat concret que je regardais. Et puis le moyen terme, eh bien, il est ce qui a permis l'unification de mon syllogisme. En l'occurrence ici, c'est le fait d'être félin. Alors cette première analyse, elle regarde ce qui est fondamental, l'élément même présent dans le syllogisme, à savoir les appréhensions. Mais beaucoup plus important que les appréhensions, en fait, le syllogisme, il unit des propositions, donc des jugements, qui sont vrais ou qui sont faux. Eh bien, on constate qu'il y a deux jugements qui sont au commencement du syllogisme. Ces deux propositions, on les appelle l'antécédent. Ce sont un peu comme les prémices du raisonnement. C'est à partir de là qu'on va pouvoir poser une conclusion. La conclusion étant le conséquent, ce qui ressort de l'union de ces deux propositions. Alors, les propositions elles-mêmes ont trouvé un nom. Celle qui est la plus universelle, à savoir tout félin est carnivore, on l'appelle la majeure. C'est de là, c'est le plus grand cercle d'où vont sortir toutes les vérités qui suivent. Et ce grand cercle, il faut remarquer qu'il entoure tout le reste. Tout le reste est contenu à l'intérieur.
On appelle mineure la seconde proposition de l'antécédent. À savoir, dans l'exemple que je viens de donner, ce chat est un félin. Et enfin, on appelle conclusion ce qui sort de ces deux choses-là unies ensemble, à savoir, donc ce chat est un carnivore. À travers l'exemple que j'ai donné, je pense qu'on obtient un syllogisme parfait. C'est ce qu'on appelle le syllogisme catégorique parfait. Et on remarque qu'il faut toujours commencer par la majeure, puisque c'est la majeure qui est la plus grande extension. Pour qu'un logiciel soit, je dirais, valide, il faut que le grand terme ait plus d'extension que le moyen terme, et que le moyen terme lui-même ait plus d'extension que le petit terme. Donc si je prends l'exemple du syllogisme que j'ai donné, le grand terme, donc le fait d'être carnivore, c'est le plus vaste des termes. C'est un ensemble grand qui contient les autres. Le fait d'être félin, effectivement, est contenu à l'intérieur du fait d'être carnivore. La preuve, c'est qu'il y a davantage d'animaux qui sont carnivores que des félins. Il y a aussi les canins. Et enfin, ce chat particulier que j'ai regardé, il est contenu lui-même dans les félins. Et à ce moment-là, évidemment, le syllogisme est valable, puisque le petit terme qui est uni au grand terme, donc les deux extrêmes, sont visiblement l'un dans l'autre. Si par contre, le syllogisme n'était pas valable, ça voudrait dire que le petit terme est à l'extérieur du grand terme, ou alors que le moyen terme est à l'extérieur du grand terme. Donc par exemple, si je disais « tout félin est un carnivore », or ce chien est un canin, donc il est à l'extérieur, donc ce chien est un carnivore. J'ai ici un syllogisme qui n'est pas du tout valable, et on le voit bien par ces schémas mathématiques que je peux représenter comme des ensembles avec leurs sous-ensembles. Alors cette représentation qui avait été inventée par certains logiciens comme Leibniz et puis aussi Euler, elle est très pratique, c'est vrai, parce qu'elle permet de visualiser de manière simple, avec un schéma qui est proche de celui des mathématiques, comment fonctionne un syllogisme. Mais attention, elle est aussi dangereuse, parce qu'elle est quantitative. En réalité, les raisonnements, les syllogismes en philosophie, ils sont bien loin d'être uniquement quantitatifs comme en mathématiques. Ils sont souvent qualitatifs, ils portent sur des concepts. Or, les concepts, ils ne sont pas seulement en extension, en nombre d'individus, comme je viens de l'indiquer là. Ils sont aussi en termes de compréhension. Et il faut qu'une compréhension de la même façon soit contenue sous une autre pour que le syllogisme fonctionne. Alors je peux donner un exemple de ce genre de raisonnement qui n'implique pas une extension en nombre d'individus, mais qui est plutôt qualitatif. Si par exemple en théologie naturelle, donc la théologie qui aboutit par la raison seule à démontrer l'existence d'un être premier que les religions appellent Dieu, si je dis cet être premier, il est acte pur, forcément, et que je pose comme mineur, or ce qui est acte pur ne peut pas avoir une potentialité, une actualisation avec des notions de passé, de présent, de futur. Et si j'en conclus la chose suivante, donc Dieu, son temps, est un instant subsistant identique à son être. Eh bien, je le vois bien, j'ai posé ici des notions qui ne sont pas du tout de l'ordre de du quantitatif. Elles sont de l'ordre du qualitatif. Je les comprends ou je ne les comprends pas. Dans le concept d'acte pur, qui n'implique aucune potentialité passant à l'acte, puisqu'on est en acte pur, en conséquence, il y a un rapport avec le temps, avec le lieu, avec la façon de penser, avec la façon de vouloir, qui va être une conséquence de ce concept, je dirais, qui est le grand terme et qui est le fait d'être acte pur. Donc si j'insiste là-dessus, c'est pour bien distinguer la logique mathématique qui se place du côté du quantitatif et qui est effectivement très pratique, très visuelle, et la logique philosophique
qui peut se placer aussi du côté du qualitatif, de la compréhension des choses, donc avec un esprit de finesse et non plus un esprit de quantité. Alors ceci ayant été manifesté, je voudrais maintenant aborder ce qu'on appelle les principes du syllogisme, à savoir quelles sont les lois fondamentales qui régissent ce genre de raisonnement. Eh bien je dirais que tout simplement, ce sont des lois évidentes dont la première, c'est le principe d'identité. Le principe d'identité qui dit simplement que toute chose est égale à elle-même. Donc rien de plus évident que cela. Mais traduit à l'usage du syllogisme qui lui divise les choses, ça sera ceci. Deux choses qui sont identiques à une troisième sont forcément identiques entre elles. Et à l'inverse, deux choses dont l'une est identique à une troisième et l'autre est différente de cette même troisième chose, eh bien sont forcément différentes entre elles. Donc on le voit, tout ceci n'est qu'une extension, parce que c'est utile pour le raisonnement, du principe d'identité, d'une chose avec elle-même. Appliqué dans le concret, évidemment, ça donnera ceci. Si cette couleur blanche-là est identique à cette autre couleur blanche qui est là, et que cette troisième couleur blanche est identique à cette seconde aussi, alors c'est que les deux couleurs blanches extrêmes sont identiques. Cependant, on applique cela à des raisonnements qui utilisent des choses universelles, pas seulement des choses sensibles comme je viens de l'indiquer. Et donc, on va ajouter quelques principes qui s'ajoutent à ce premier principe, ce principe d'identité que je viens de manifester. À savoir, tout ce qui est affirmé universellement d'un sujet, eh bien, est forcément attribué universellement à ce qui est contenu sous ce sujet. Donc par exemple, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, si j'attribue universellement la mortalité au sujet qui s'appelle le félin, tous les félins sont mortels, alors forcément ce qui est contenu sous le terme félin, donc ce chat, est forcément mortel. J'avais pris l'exemple de carnivore, mais c'est la même chose. De la même façon, à l'inverse, tout ce qui est nié universellement d'un sujet, eh bien sera nié de ce qui est contenu sous ce sujet. Si on nie universellement de tout homme qu'il soit une plante, alors ça veut dire que cet homme particulier-là n'est pas une plante. Ces trois principes sont connus de façon évidente. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin de les démontrer. Eh bien, c'est d'eux dont on se sert dans les syllogismes, lorsqu'on attribue non plus une chose, mais on parle de quelque chose de concret ou de quelque chose d'universel qu'on cherche à connaître. Personne n'a jamais essayé de démontrer les trois principes que je viens de manifester. Ils sont clairs par eux-mêmes. Il n'empêche que le travail du logicien, c'est de montrer ce qu'ils sont cachés à l'intérieur du raisonnement. Alors je voudrais maintenant aborder la question des règles du syllogisme. En effet, à force de pratiquer le raisonnement, les logiciens ont constaté qu'il y avait 8 règles indispensables à suivre, et si on ne les suit pas, le syllogisme n'aboutira à rien. Donc ils ont fait un travail de classification, qui est précis, effectivement, mais en réalité, les choses apparaissent dans toute leur évidence avec les exemples que je montrerai pour chacun de ces 8 cas. Donc il n'est pas nécessaire, pour bien raisonner, de connaître par cœur ces 8 règles, même si, à un moment donné, où la logique était enseignée fondamentalement avant de faire de la philosophie, eh bien on apprenait aux étudiants les 8 règles en question. Il y avait même un poème en latin qui avait été donné pour que les jeunes puissent les retenir par cœur. Et je donne sa traduction en français. Donc premièrement, 3 termes seulement, grand, moyen, petit. Deuxièmement, jamais dans conclusion plus grand que dans prémisse. Troisièmement, que jamais le moyen n'entre dans la conclusion. Quatrièmement, mais qu'une fois au moins il soit universel. Cinquièmement, de 2 prémisses négatives, rien ne suit. Sixièmement, prémisse affirmant, conclusion ne peut nier. Septièmement,
conclusion suit toujours la moins bonne prémisse. Et enfin, huitièmement, rien ne suit de deux particulières. Alors, évidemment, on dit comme cela, ça n'apporte rien. Donc je vais maintenant les prendre une par une et donner à chaque fois un petit exemple que je commenterai brièvement. Donc la première règle du syllogisme, c'est qu'on doit utiliser 3 termes seulement, le grand, le moyen, le petit. Donc cette première règle, elle tient compte des concepts, des appréhensions utilisées. Voici un exemple. Le taureau mugit. On a donc ici 2 termes. Le taureau et le fait qu'il mugit, qu'il pousse un cri. Or, le taureau est une constellation. On a donc ici 2 autres termes, en fait. Parce que le taureau, dont on parle maintenant, c'est autre chose que le taureau, la bête qui est dans les prés. On parle d'un dessin dans le ciel. Donc, 3e terme, le taureau, et 4e terme, la constellation. Et on en conclut, quelque chose de faux évidemment, une constellation mugit. Voilà un exemple de syllogisme à 4 termes, il ne peut pas aboutir. Même si, en apparence, il paraît juste. Alors la deuxième règle, jamais dans la conclusion, plus grand que dans les prémices. Donc voici un exemple. Les oiseaux volent. Or, les oiseaux sont des animaux. Donc on voit, ce terme-là est plus grand, en extension, que le fait de voler. Et malgré tout, voilà qu'on prétend conclure, donc, tout animal vole. Et on le voit, on aboutit à une conclusion fausse dont l'extension est plus grande que ce qui était dit dans les prémices. Donc ça ne peut pas aller, évidemment, ce n'est pas un raisonnement valide. 3e règle, jamais le moyen n'entre dans la conclusion. Alors, voilà un exemple que je peux prendre, toujours tiré du livre de Jacques Maritain. Il prend cet exemple-là. Toute plante est vivante. Or, tout animal est vivant. Donc on le voit ici. Hein. Le moyen, c'est en réalité la plante. Le grand terme, c'est le fait d'être vivant. Et la conclusion qui est fausse sera de dire donc tout vivant est plante ou animal. On a fait rentrer le moyen, à savoir plante ou animal, dans la conclusion. La 4e règle dit ceci, mais qu'une fois au moins, il soit universel. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose d'universel, au minimum, dans la majeure. Alors voilà un exemple. Quelques hommes sont saints. Ce n'est pas une majeure universelle. Or, les criminels sont hommes, donc les criminels sont saints. Ça ne peut pas aboutir, pour la raison que j'ai indiquée. Si on avait dit, par contre, tout homme est saint, or les criminels sont hommes, donc les criminels sont saints, on aurait un raisonnement valide, mais qui serait faux, en l'occurrence. Et ça, c'est le domaine de la critique. Mais dans le domaine de la logique, le fait que la majeure soit d'une extension plus petite, ne soit pas universelle. La règle 5 dit « de 2 prémices négatives, rien ne sort ». Alors voici un exemple concret. Les puissants ne sont pas miséricordieux. Or, les pauvres ne sont pas puissants. Donc, les pauvres sont miséricordieux. Eh bien, en réalité, ce raisonnement n'est pas valide. Parce que de 2 propositions négatives ne peut pas sortir une proposition positive. Aucun des extrêmes ne convient au 3e terme. Donc, comment conclure qu'ils sont unis entre eux ou au contraire, qu'ils sont séparés entre eux? On ne peut rien conclure du tout. Alors, la 6e règle, prémisse affirmant, conclusion ne peut nier. Exemple concret, tout ce qui offense Dieu doit être haï. Or, tout mensonge offense Dieu. Donc, quelque mensonge ne doit pas être haï. La règle 7 dit ceci, conclusion suit toujours la moins bonne prémisse. Voici un exemple. Tout ce qui blesse la charité doit être évité. Ça, c'est une majeure qui est vraie. Or, quelques sévérités blessent la charité. Voici une mineure qui est vraie. Et la conclusion qu'il ne faut pas tirer, c'est donc, toute sévérité doit être évitée.
Parce que, en réalité, on passe de quelques sévérités à toutes sévérités. Il y a parfois certaines sévérités qui peuvent être justes. Donc la conclusion n'est pas validement tirée des prémices. Enfin, la 8e règle, rien ne suit de deux particulières. Alors voilà un exemple. Quelques hommes sont vertueux. Or, quelques méchants sont hommes. Donc, quelques méchants sont vertueux. Ce raisonnement n'est pas valide, on le voit, et un raisonnement valide, quoique faux, aurait été de dire « tous les hommes sont vertueux ». Or, quelques méchants sont hommes, donc quelques méchants sont vertueux. Ce raisonnement-là n'aurait pas été vrai, parce qu'il s'avère que la proposition première est fausse, mais il aurait été valide, selon la forme logique. Alors on le voit, ces règles logiques sont fort utiles. Il est intéressant de les connaître, mais en réalité, dès que quelqu'un est intelligent et dès qu'il pense, il repère les syllogismes qui sont faussés. Il peut être intéressant de repérer les syllogismes faussés selon leur forme logique. Mais je dirais que pour le philosophe, ce qui apparaît encore plus nettement, c'est quand le syllogisme est faux. Donc ça ne concerne pas seulement sa forme, mais ça concerne aussi la vérité des propositions qui le composent, des prémices en particulier. Mais ça, cet aspect de la vérité ou de la fausseté du syllogisme, ce sera vu dans une autre partie qui s'appelle la critique. Alors les logiciens se sont aussi attardés à regarder la forme du syllogisme et à établir toutes sortes de formes qui sont valides et toutes sortes de formes qui ne sont pas élégantes ou même parfois invalides. Alors je ne me pencherai pas dans cette leçon sur ceci, ça serait évidemment une description beaucoup trop longue, mais je me contenterai de rapporter quelques notions. Ce qu'on appelle la matière du syllogisme, eh bien ça a une double signification. La matière éloignée, ce sont les termes qui sont saisis par l'appréhension. Exemple, tout homme est mortel, terme, homme, mortel est un autre terme, or Pierre est un homme, Pierre c'est le troisième terme, et puis dans la conclusion je vais unir les termes extrêmes. La matière proche du syllogisme, c'est ce qui est saisi par le jugement, ce sont les propositions. Donc par exemple, tout homme est mortel, voilà la matière proche du syllogisme. Or Pierre est mortel, voilà une autre partie de la matière proche du syllogisme. On appellera forme du syllogisme, eh bien selon ces deux approches, soit la disposition des termes, soit la disposition des... Alors je voudrais aborder, dans un second temps, un autre syllogisme qu'on appelle le syllogisme d'exposition. En fait, il se caractérise par le fait qu'on part d'un singulier et on arrive à un singulier. Donc, il n'est pas le syllogisme catégorique dont je viens de parler, qui est plutôt dans le domaine de l'universel. Il part d'une connaissance universelle et il aboutit à une autre connaissance universelle ou à une connaissance singulière. Alors voici un exemple de syllogisme d'exposition. Judas a trahi Jésus. Or, Judas est un apôtre, donc un apôtre a trahi Jésus. Alors on voit bien qu'il a la forme d'un syllogisme et on peut, comment dirais-je, retrouver tous les principes, toutes les lois que j'avais exposées pour le syllogisme, comment dirais-je, catégorique. Mais en réalité, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est qu'une apparence de syllogisme. C'est plutôt la manifestation d'une évidence. On la manifeste sous forme d'un pseudo-raisonnement. Mais en réalité, dès le départ, on aurait pu dire « un apôtre, Judas, a trahi ». Parce que, de fait, il n'y a pas besoin de poser un raisonnement. On sait très bien que Judas est un apôtre. Donc finalement, le syllogisme d'exposition, c'est une forme de discours qui permet d'insister
de mettre le doigt sur quelque chose qu'on veut manifester à son public. C'est une forme de rhétorique, si on peut dire. C'est vrai que le raisonnement que je viens d'indiquer est plus fort que de dire simplement « un apôtre a trahi Jésus ». Alors enfin, il me reste à voir ce qu'on appelle le syllogisme conditionnel. Alors, il s'agit d'une forme de syllogisme qui, à la différence du syllogisme catégorique, ne part pas d'une majeure qui serait une affirmation simple. Mais il part d'une majeure qui est justement une hypothèse, avec toutes les formes que peuvent prendre la manière d'exposer une hypothèse. Alors, en outre, il faut que la mineure, donc la proposition intermédiaire, pose ou détruise une partie de ce qui est contenu dans la majeure. Alors je vais donner quelques exemples. Si Pierre est raisonnable, il est capable de rire, donc ça c'est la majeure. Or, si Pierre est homme, il est raisonnable, ça c'est la mineure. La conclusion, donc si Pierre est homme, il est capable de rire. Et on peut avoir au contraire la négation dans la mineure, si Pierre est raisonnable, il est capable de rire. Or Pierre n'est pas un homme, donc Pierre n'est pas capable de rire. Ce syllogisme conditionnel, il a les mêmes principes que le syllogisme catégorique, ça veut dire le principe d'identité avec toutes ses déclinaisons. Cependant, il a quelques lois spéciales que Jacques Maritain explique dans son livre et qui met au nombre de 4. La première loi, posez la condition et vous posez le conditionné. Un exemple, si Pierre me parle, il existe. Or, il me parle, donc il existe. La deuxième loi, posez le conditionné, vous ne posez pas pour cela la condition. Donc ça donne cet exemple-là. Si Pierre me parle, il existe. Or, il existe, donc il me parle. La conclusion, elle est illégitime. Il peut exister sans me parler. Alors une troisième loi, détruisez le conditionné, vous détruisez la condition. Et voilà l'exemple qu'il donne. Si Pierre me parle, il existe. Or, il n'existe pas, donc il ne me parle pas. C'est cohérent. Et enfin, la quatrième loi, détruisez la condition, vous ne détruisez pas pour cela le conditionné. Et voilà un exemple. Si Pierre me parle, il existe. Or, il ne me parle pas, donc il n'existe pas. On voit bien qu'il peut très bien exister sans me parler. C'est une conclusion donc qui est illégitime. Il y a beaucoup d'erreurs et de sophismes qui dérivent de l'oubli de ces règles. Il arrive souvent que les sciences de la nature en particulier, qu'on regarde une hypothèse comme démontrée parce que certaines conclusions qu'on en tire sont vérifiées dans les faits. Cette hypothèse peut cependant n'être que probable, par exemple l'hypothèse de Newton en astronomie, ou même être entièrement fausse, par exemple l'hypothèse darwinienne absolue en biologie. Alors encore une chose qui est à remarquer, c'est que, en fait, tout syllogisme conditionnel peut être réduit à un syllogisme catégorique, donc celui qu'on avait vu et qui est le plus fréquent, qui est le syllogisme vrai. Si je reprends l'exemple que je viens de donner, donc par exemple, si Pierre me parle, il existe, or il me parle, donc il existe. Ça donnerait ceci. Tout homme qui parle existe. Or, cet homme me parle, donc cet homme existe. On a bien un syllogisme catégorique avec une vérité universelle qui est en fait la traduction de la majeure hypothétique. Si Pierre me parle, il existe. C'est donc universellement, ça veut dire que tout homme qui me parle existe. Et on peut faire à chaque fois cela. Ça veut dire que le syllogisme catégorique est véritablement central pour comprendre ce que c'est que ce genre de raisonnement. Le fait que l'on puisse réduire les syllogismes conditionnels à des syllogismes catégoriques ne veut pas dire que les syllogismes conditionnels soient inutiles. Ils sont véritablement une manière d'exposer les choses, qui est très intéressante, qui permet d'expliquer quelque chose de façon différente d'un simple syllogisme catégorique.
Alors cela n'empêche pas que, puisque on peut réduire les syllogismes conditionnels à des syllogismes catégoriques, Aristote, dans son Organon, donc dans son livre qui exprime la logique, n'en a pas traité. Il est resté à analyser tous les cas de syllogisme catégorique, parce qu'il est véritablement le syllogisme central dans le domaine de la science. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation en logique de ces modes et de ces divers syllogismes, pour donner tout de même une petite conclusion qui rejoigne la philosophie, sachant que la logique n'est qu'un instrument formel au service de quelque chose de plus grand qu'elle, à savoir la philosophie. Et donc, il s'avère que en philosophie, on étudie dans le domaine de la critique les syllogismes, et on les utilise cette fois par rapport à leur contenu de vérité. Et donc, il s'avère que, accidentellement par rapport à leur forme, on peut diviser les syllogismes en plusieurs catégories. On parle de syllogismes démonstratifs, probables, erronés ou sophistiques, selon leur rapport justement à la vérité. Le premier, le syllogisme démonstratif, c'est celui qui a atteint son but, qui est certain, qui a atteint la vérité parce que d'abord, sa majeure, sa mineure étaient des vérités, que la forme, enfin le caractère formel de la démonstration a été suivi, et donc qu'il a abouti à une vérité certaine. C'est ce qui fonde la science, c'est ce genre de syllogismes-là qui sont utiles en philosophie et en science. Alors pour ce qui est du syllogisme qui se trouve être dans sa conclusion probable, donc par rapport à la vérité, c'est quand on n'est pas tout à fait sûr de la vérité des prémices. Donc on a un doute. Et en conséquence, on a un doute aussi par rapport à la conclusion. Si je dis par exemple, je constate qu'il y a dans les animaux une aspiration à exister toujours, au moins en ce qui concerne leurs espèces. Or, l'être premier ne peut pas négliger ce genre d'aspiration qu'il a mis en eux, et donc, probablement, on trouvera dans l'autre monde, après la mort, des animaux. Eh bien, je ne suis pas sûr de la majeure et de la mineure, et donc, en conséquence, j'aboutis à une conclusion qui est simplement probable. Je dirais que la majeure, l'aspiration à vivre toujours à travers l'espèce, elle est à peu près certaine. Le fait que Dieu a mis cette aspiration dans les animaux, c'est aussi à peu près certain. Mais quant à en inférer une conclusion absolument nécessaire, c'est plus difficile. Alors la troisième groupe, ce sont, je dirais, les syllogismes erronés. Les syllogismes erronés, ce sont ceux qui partent de propositions qui ne peuvent pas être vraies, qui sont impossibles. Alors je vais donner un exemple. Les singes sont dotés d'une vie spirituelle et donc ils peuvent parler de choses spirituelles. Or, cet animal qui est devant moi est un singe, donc je dois pouvoir communiquer avec lui de choses spirituelles. Donc on part, on le voit bien, alors que le raisonnement est valide dans sa forme. On part de choses, d'une majeure qui est fausse. Un singe n'a pas de vie spirituelle, il a une vie sensible et c'est déjà pas mal. Enfin, ce qu'on appelle le syllogisme sophistique, c'est celui qui paraît concluant alors qu'il ne se sert même pas des formes correctes de la logique. Ça veut dire qu'il va séduire l'auditoire parce qu'il est bien entouré, il est entouré d'un langage séduisant, mais en réalité, il ne correspond pas à la vérité. Ce genre de syllogisme est beaucoup utilisé en politique, surtout en démocratie, afin d'être élu. C'est un syllogisme du genre. Si on travaille moins, on aura davantage de loisirs. Si on a davantage de loisirs, on dépensera davantage d'argent. Et donc, l'économie se portera mieux. Voilà. C'est ce qu'on appelle typiquement un syllogisme sophistique. Et on voit que dans tous les cas, je ne me suis moins occupé de la forme que de la vérité des syllogismes. Et c'est pourquoi tout ce que je viens de dire ici est une division qu'on verra un peu plus loin dans le domaine de la grande logique qu'on appelle aussi la critique.